Donc, on va essayer de voir un peu dans le contexte des pays du Sud, donc en priorité les pays de l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qu'on a comme situation réelle de l'infection en priorité pour ces deux virus que sont les virus de l'hépatite B et C, sachant que le diagnostic reste comme pour le VIH est la porte d'entrée pour la plupart des stratégies. Et on peut avoir la surprise de constater que c'est loin d'être gagné. Les deux principaux virus présentés ici parmi les 5 virus hépatotropes, que sont le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, sont caractérisés par leurs acides nucléiques qui sont différents, donc peuvent également jouer sur les capacités de variabilité génétique des deux virus. Les modes de transmission, lorsqu'ils sont connus comme ici, permettent de voir que les programmes de santé vont devoir orienter leur stratégie par rapport à ces modes de transmission. Par exemple, pour l'hépatite C, la sécurité transfusionnelle va être extrêmement importante à regarder. L'approche nationale pour l'offre de dépistage individuel pour la transmission sexuelle est importante et les groupes vulnérables comme les femmes enceintes par rapport à la transmission mère-enfant est également essentiel à mettre en place. Les co-infections sont possibles, en particulier pour le D en présence de l'hépatite B et les deux hépatites peuvent être retrouvées chez les personnes infectées par le VIH, ce qui pose également un problème pour la prise en charge de ces co-infections-là. Et on sait que pour le moment, le vaccin reste limité et même lorsqu'il est disponible comme pour l'hépatite B, cela n'est pas non plus gagné pour les prises en charge et la prévention. Les deux virus sont un problème de santé lorsqu'on regarde la distribution globale. On voit que dans la plupart des pays du Sud, l'hépatite B représente un problème sérieux de santé publique avec des prévalences qui sont largement supérieures à 10% dans beaucoup de pays. Idem pour l'hépatite C, c'est moins hétérogène, mais également bien observé, c'est les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays du Sud, qui sont également plus touchés, en particulier avec les cas de l'Égypte et du Cameroun, qui détiennent le record pour le moment pour cette hépatite-là. Donc, cela représente clairement un problème de santé publique pour les pays. Et comment est-ce que les outils de dépistage sont mis en place au quotidien pour permettre la prise en charge de ces infections et, si possible, développer les stratégies de prévention au niveau des pays. Les stratégies de diagnostic sont les mêmes que dans le cadre dans les pays du Nord, avec des approches permettant de voir est-ce qu'il y a un problème hépatique, voir son état de gravité. Ça va être les tests biochimiques et ce qui va être test d'évaluation d'évolution des atteintes hépatiques comme les biopsies, mais cela reste très peu accessible dans la majorité des pays. L'approche de détermination étiologique des hépatites va être la plus couramment utilisée, entre autres. Le dépistage par les outils sérologiques, qu'ils soient directs ou indirects, et les outils de détection moléculaire ou de quantification, et on verra un peu plus tard comment est-ce qu'ils sont disponibles ou pas. Dans le contexte donc des pays du Sud, ce sont les deux virus qui vont être couramment pris en compte dans les stratégies nationales, bien que les prévalences des hépatites D soient déjà étudiées dans certains pays avec des proportions assez importantes chez les personnes porteuses de l'hépatite B. C'est pas toujours inclus dans les stratégies nationales de dépistage en routine, que ce soit chez les personnes à risque ou pas, mais en priorité, ce sont les hépatites B et C qui vont tenir notre attention. Le diagnostic direct de l'hépatite B est possible aujourd'hui et c'est possible dans la plupart des pays, soit par la détection des protéines virales avec des techniques ELISA, en majorité la recherche de l'antigène HBS, ou la recherche de l'antigène HBE si on veut rechercher une phase aiguë d'infection, et la détection du génome viral peut permettre des confirmations avec des techniques de PCR ou des techniques d'hybridation. Le diagnostic direct va se faire avec la recherche des marqueurs produits par l'hôte et qui sont directement liés à l'immunologie, que sont les anticorps totaux, IgM et IgH, la recherche des anticorps anti-HBE, la recherche des anticorps anti-HBS qui peuvent être un marqueur de résolution ou de protection vaccinale.
L'accès aux stratégies de dépistage passe majoritairement par l'utilisation des tests rapides. On verra un peu le choix de ces tests, comment il est fait, que ce soit dans les structures de dépistage courants pour les individus ou les centres de transfusion sanguine. Et ils sont présents aussi bien au niveau périphérique qu'au niveau un peu plus central. Et les techniques ELISA sont un peu plus retrouvées dans les laboratoires de référence et sont généralement destinés à la recherche de l'antigène HBs ou des anticorps anti-HBC. Leur utilisation dans les banques de sang est souvent observée, mais pas toujours, et les laboratoires spécialisés sont ceux qui en disposent le plus souvent. L'accès aux outils moléculaires de détection ou de quantification de l'ADN sérique reste extrêmement peu disponible et a été récemment introduit dans la plupart des contextes du Sud. Le coût reste le frein principal d'accès et naturellement les difficultés liées au personnel, aux infrastructures et tout ce qu'on peut avoir comme difficultés opérationnelles. Donc dans la pratique, l'approche courante va être de rechercher l'antigène HBs la plupart du temps et souvent malheureusement uniquement cet antigène-là, avec les limites que cela peut avoir, c'est-à-dire l'incapacité de faire la distinction entre une infection aiguë et une infection chronique chez les patients qui sont dépistés, les problèmes de mutants S qui vont donner des résultats faussement négatifs, et les formes occultes, en particulier chez les personnes qui sont fortement immunodéprimées, entre autres les personnes infectées par le VIH. Pour le VHC, l'approche diagnostique peut être beaucoup plus simple parce que les marqueurs à rechercher, que ce soit les marqueurs indirects que sont les anticorps anti-VHC, sont moins nombreux et peuvent permettre rapidement d'avoir une idée du statut du patient. On peut rechercher soit les anticorps totaux, IgG, IgM, la plupart des techniques ELISA recherchant ces anticorps totaux. Cela peut être fait par des techniques rapides qui sont disponibles, mais on verra également que leur choix et leur validation restent très limités. Les techniques ELISA de troisième génération avec de bonnes sensibilités et spécificités sont disponibles aujourd'hui et les marqueurs directs tels que la détection et la quantification de l'ARN VHC sont les outils de validation ou de confirmation les plus recommandés actuellement et qui peuvent également permettre le suivi du traitement lorsqu'il est mis en place. Le génotypage peut permettre d'identifier les génotypes avec des pronostics beaucoup plus complexes en cas de traitement tels que les génotypes 1 et 4. Et les algorithmes peuvent être mis en place de façon simplifiée par la mise en place de ces deux approches, que ce soit l'approche de détection indirecte ou directe. Par exemple, dans le cadre des travaux qui sont faits par le Centre Pasteur au Cameroun, alors, on a plus souvent la recherche soit de l'anticorps VHC, soit couplée avec la recherche d'ARN, mais qui est très rare. Donc, au quotidien, c'est surtout l'anticorps VHC qui est recherché, anti-VHC qui est recherché, avec les limites qu'on connaît, c'est-à-dire la production de ces anticorps est très tardive, donc une détection tardive chez les personnes qui ont été infectées. La confusion possible entre porteurs chroniques et porteurs et patients immunisés ou des cas de guérison spontanée est possible également lorsque uniquement cet antigène est recherché. Et chez les sujets fortement immunodéprimés, des cas de sérologie négative peuvent être obtenus s'il n'y a pas une recherche d'acide nucléique. Et les techniques ELISA de troisième génération, malgré leur performance, posent toujours des problèmes, en particulier pour les seuils dits indéterminés pour lesquels on a le problème de faux positifs et même les seuils de ratio très élevés qui sont des cas ELISA déclarés positifs peuvent avoir un certain taux d'absence d'ARN qui sont en fait des faux négatifs et des faux positifs et cela peut être également observé avec les nouveaux outils ELISA. Donc, maintenant, quand on brosse ces connaissances qui sont plus ou moins universelles en fonction des contextes, on revient maintenant à la situation réelle dans les pays. Si on prend le cas, par exemple, d'un pays comme le Cameroun, le problème, les infections par les hépatites B et C sont des problèmes majeurs de santé publique parce que les prévalences dépassent très souvent 10%. Et c'est pas toujours pour cela que c'est des priorités de santé publique. Et généralement, on a un problème d'accès au diagnostic qui est tardif. C'est un diagnostic qui se fait au détour d'un autre examen et pour lequel initialement on n'avait pas tout à fait prévu de regarder
de refaire une recherche des hépatites. Et on n'a pas forcément des politiques destinées aux personnes à risque, que ce soit par une exposition à travers le matériel contaminé ou à travers destiné aux personnes qui peuvent être porteurs du virus dans le cadre des programmes de prévention, sauf plus récemment avec des approches pour les femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VHB. L'accès au dépistage reste complexe pour plusieurs raisons. Les plus courantes étant premièrement l'absence des algorithmes de dépistage, et lorsqu'ils sont présents, ils sont souvent incomplets. Le choix des tests utilisés n'est pas souvent déterminé par des stratégies vraiment cohérentes d'évaluation des performances de ces tests-là, et c'est souvent adapté aux nouveaux outils actuellement disponibles et connus. Et le coût de ces dépistages reste le frein primordial, parce que si on prend aussi bien la recherche de l'antigène HBS que de l'anticorps VHC au Cameroun, on tourne autour de 8 000 francs CFA pour chacun de ces examens, ce qui n'est pas donné pour les personnes. La sécurité transfusionnelle par rapport à la transmission du VHC reste un problème majeur, parce que les produits sanguins qui sont transfusés ne sont pas systématiquement testés, et lorsqu'ils sont testés, les approches de dépistage ne sont pas souvent cohérentes. Et l'OMS l'a montré dans plusieurs pays du Sud, on avait pratiquement 50% des transfusions qui n'étaient pas testées pour la présence du virus de l'hépatite C, ce qui pose de gros problèmes de stratégie en termes de prévention de la transmission de ce virus. Et l'un des freins majeurs reste l'accès qui est très difficile pour le traitement, qui n'incite pas non plus à vouloir immédiatement mettre en place les politiques de dépistage. Cet accès au traitement, c'est pour les deux virus. Dans le cas du VHB, pour une personne qui est VHB+, et qui est VIH négatif, l'accès au téno ou à d'autres antirétroviraux n'est pas prioritaire, voire pas possible du tout. Et le traitement du VHC qui coûte plusieurs milliers d'euros pour un traitement de 48 semaines fait que c'est pas vraiment la première. Le diagnostic ne va pas être une priorité dans la plupart des situations. Lorsqu'on prend les groupes à risque comme les personnes vivant avec le VIH, des stratégies nationales ont été développées. Et le cas du Cameroun, par exemple, où on a 8 à 11% de personnes vivant avec le VIH qui sont co-infectées par le VHB, les recommandations sont de faire une recherche systématique de l'antigène HBS, et si positif, rechercher d'autres marqueurs qui peuvent permettre de discriminer entre une infection aiguë ou chronique ou une protection vaccinale. Mais tout cela est lié à si possible, c'est-à-dire si le patient peut supporter la charge de ces examens ou pas, que ce soit pour le dosage de l'ADN VHB, et très souvent c'est pas le cas. Les patients n'ont pas les moyens de pouvoir payer pour ces examens, ce qui pose au problème des dépistages des VHB occultes, qui ne peuvent pas être détectés avec uniquement une approche de recherche sérologique de l'antigène HBS. La limite d'accès aux outils de biologie moléculaire limite également l'accès au traitement, et on a tout à l'heure la présentation de mon prédécesseur montrait très bien le problème de l'accès au 3TC, c'est-à-dire que si on a un faible accès au dépistage de routine, beaucoup de patients qui sont mis sous 3TC alors qu'ils sont infectés par le VHB et cela n'est pas connu, vont avoir une exposition antérieure, voire une résistance inconnue pour le VHB au 3TC, et ce qui peut poser un problème futur de leur traitement du VHB si on voulait vraiment le prendre en compte après. Pour la co-infection VIH-VAC, les prévalences sont pratiquement du même ordre, plus de 10 à 12%. Il est recommandé de rechercher systématiquement l'anticorps anti-VHC, et lorsque cela est possible, c'est-à-dire si les moyens le permettent, de faire une recherche et une quantification de l'ARN VHC et d'évaluer l'atteinte hépatique, qui pose également un problème d'accès aux outils d'évaluation de ces atteintes hépatiques, avec l'absence de techniques non invasives dans la plupart des pays. Donc, du coup, l'accès limité aux outils de biologie moléculaire dans ce cas également va entraîner un certain nombre de faux négatifs aux outils de détection des anticorps anti-VHC et, bien entendu, limiter l'accès au suivi et au traitement pour les patients qui en auront besoin. En résumé, on constate que l'accès au diagnostic pour ces deux pathologies reste extrêmement limité parce que dans la pratique, c'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment défini par la possibilité de pouvoir disposer des moyens ou pas.
Les stratégies nationales sont peu développées. Je pense que c'est aussi le sujet de cette conférence, c'est-à-dire de s'attaquer à ces pathologies qui sont de grands problèmes de santé publique, mais ne sont pas des priorités parce que les moyens ne permettent pas forcément. Peut-être parce que la priorité pour le moment est mise sur l'autre infection qui est le VIH. Donc, ces stratégies nationales ne pourraient être développées que si on a des approches des diagnostics beaucoup plus posées en termes des objectifs à définir, que ce soit pour la sécurité transfusionnelle, quelles vont être les approches de dépistage dans les banques de sang par rapport aux structures classiques de prise en charge des patients individuels. La distinction entre les infections chroniques et aiguës n'est pas forcément toujours établie et beaucoup d'études, même des prévalences dans les pays, ne sont pas toujours bien organisées du fait que le manque d'informations sur les approches nécessaires pour pouvoir détecter les vrais marqueurs pose toujours problème. Très peu d'études sont réalisées localement pour voir quelle est l'efficacité des tests utilisés, quels sont les nouveaux tests qui sont mis sur le marché et comment ces nouveaux tests peuvent permettre de mettre en place des algorithmes simplifiés, voire peu coûteux, d'accès à un dépistage correct et au traitement. Et la variation entre des algorithmes entre différentes structures nationales est très souvent observée, qui dénote aussi de l'absence de politique globale dans certaines situations. L'accès aux outils de virologie qui peuvent être de très bons outils reste extrêmement limité, principalement du fait des infrastructures, du personnel et surtout du coût. Et la bonne question, ce serait de voir, on a fait d'énormes efforts pour améliorer ces approches pour le VIH. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à transposer dans le cadre de ces deux maladies avec l'expérience gagnée dans le cadre du VIH? Et sur ce, je vous remercie.